Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes sur la web série Microsoft 365, donc la session 2 de la web série de 3 sessions. Le mois pardon, dernier, on a eu une première session donc avec Jérémy. Et puis, donc ce mois-ci, on a une autre session sur l'automatisation de la gestion de vos utilisateurs à risque. Donc je suis Déborah Vergnol au marketing de Devoteam mCloud et je vais laisser la parole à Jérémy et à Mathieu qui vont pouvoir se présenter et qui vont animer cette session. Bonjour à tous, Jérémy Marsalic, architecte solution CoreView pour l'Europe. Voilà, en charge de toutes les questions techniques sur la plateforme et effectivement aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu. Oui, bonjour à tous, Mathieu Voisin. Donc moi je suis Solution Leader Modern Work and Security pour l'entité mCloud, donc l'entité Microsoft du groupe Devoteam. Et donc j'interviens sur tous les sujets qui gravitent autour de Microsoft 365, gouvernance, déploiement, migration, ce genre de choses. Merci à vous deux. Alors, je vous propose donc de commencer par la présentation donc de Devoteam mCloud et ensuite je laisserai la parole à Jérémy qui pourra entamer la présentation de cette session. Alors, j'y vais. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon, oui. Ok, super. Donc, Devoteam mCloud, aujourd'hui, c'est l'équipe de Devoteam qui est dédiée aux 3 clouds Microsoft, à savoir Azure, Microsoft 365 et Microsoft Dynamics 365. Aujourd'hui, notre mission, elle est simple, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur l'ensemble de leur transformation digitale à tous les niveaux. Et donc, on a 3 facteurs, disons, différenciants. Le premier facteur, c'est le fait qu'on soit en capacité d'accompagner les grandes entreprises. On a une forte expérience sur le sujet et donc, du coup, ça nous permet d'aller plus vite dans l'accompagnement de la transformation digitale. Deuxième point, comme vous l'avez noté, c'est qu'on a une approche holistique des clouds. Donc, on est en capacité de vous accompagner du début de la réflexion de la migration cloud jusqu'à la mise en place de centres d'excellence post-migration. Et dernier point, l'innovation pragmatique. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir innover et proposer des solutions innovantes qui sont en cohérence avec les besoins du marché. Aujourd'hui, mCloud, si on fait un focus sur la France, c'est 7 agences. On est répartis un peu partout en France, à savoir Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Lille et Niort. On a été élus partenaire Microsoft de l'année en France sur 2021. Donc ça, c'est quelque chose dont on est plutôt fier parce qu'on l'a acquis en 2 ans. Et c'est une très belle reconnaissance avec plus de 380 consultants aujourd'hui, 550 certifications Microsoft sur l'ensemble des 3 clouds et 5 spécialisations avancées Microsoft. Donc au total. Jérémy, je te laisse la main. T'es en mute, Jérémy, je pense. La phrase de 2020 et 2021. Ok, super. Alors, petite présentation rapide de CoreView pour vous donner une idée de qui nous sommes et de ce que nous faisons pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. CoreView, s'il faut retenir une chose, c'est que c'est une solution qu'on appelle une SMP, une SaaS Management Platform. Cette catégorie qui a été définie par Gartner en 2018, elle s'articule autour de grands axes tels que le reporting, l'automatisation, le licensing, etc., etc. Nous avons été fondés en 2014 en Italie, donc on a une ADN très européenne, et notre but, ce qui nous anime, c'est de simplifier l'utilisation d'Office 365 en venant nous positionner sur toutes les lacunes de Microsoft. À ce titre, nous manageons plus de, maintenant, ça a changé depuis le début de la semaine, 11 millions de boîtes aux lettres à travers le monde. Et notamment, nous sommes soutenus par un fonds d'investissement privé qui s'appelle Insight Partners, qui supporte également d'autres sociétés telles que Twitter ou Blablacar, mais aussi des entreprises plus orientées IT que vous connaissez sans doute et dont vous avez déjà entendu parler, qui sont Veeam, Dockers,
Samperis, pour ne citer qu'elle. Comme indiqué, notre but, notre raison d'être, c'est de vous faciliter l'utilisation d'Office 365, notamment à vos administrateurs, mais pas que. Et pour cela, pour gérer 365, qui est un produit extrêmement complet et complexe, il faut vous permettre de tout voir avec des rapports dans CoreView qui sont actionnables, tout gérer avec une administration déléguée et via nos tenantes virtuelles, et la partie automatisation dont nous allons parler bien évidemment aujourd'hui. Ce sont ces trois axes majeurs sur lesquels CoreView se positionne. Mais en essence, il faut considérer CoreView comme un proxy à Office 365. Et pour ce faire, nous collectons des métadonnées, un peu plus de 300 d'entre elles, que nous allons ensuite consolider dans plus de 200 rapports qui sont préconstruits et personnalisables. Nos différents piliers fonctionnels, encore une fois, le premier étant la ségrégation, la délégation avec nos tenantes virtuelles qui vont nous permettre de découper un tenante en petites entités pour une administration facilitée et étanche, qui plus est, ainsi que la mise en place de rôles airbag, role-based access control ou contrôle d'accès basé sur des droits pour évidemment proposer quelque chose d'extrêmement granulaire. Nous avons bien d'autres capacités, évidemment, comme le reporting dont j'ai parlé précédemment, nos actions de management qui vont venir effectivement agir sur ces données, encore une fois, et enfin, quelque chose dont je suis particulièrement fan chez CoreView et que nous améliorons très très souvent, c'est notre moteur d'automatisation que nous appelons les workflows, et qui vont venir ajouter une fonctionnalité qui va vous permettre de répondre à bon nombre de cas d'usage, dont un qu'on va évoquer bien évidemment aujourd'hui, qui est le cas des utilisateurs à risque. À noter, bien évidemment, avec le petit sujet que vous voyez, le petit encart que vous voyez en haut à droite, c'est notre capacité d'aller étendre les capacités de CoreView aux environnements on-premise avec notre agent hybride qui va, quant à lui, vous permettre d'aller effectuer des actions sur votre Active Directory on-premise, qui est pour beaucoup d'entreprises toujours le centre de l'identité, et également sur vos serveurs Exchange. En synthèse, CoreView en tant que SMP, donc SaaS Management Platform à retenir, est là pour réduire les risques avec un modèle de délégation en mode Zero Trust, en nous basant sur ce que Microsoft préconise avec ce modèle opérationnel, améliorer l'efficacité de vos services informatiques en centralisant et en automatisant les processus pour recentrer vraiment l'IT sur les tâches à forte valeur ajoutée et ne plus perdre de temps sur des tâches qui sont un peu moins prisées et un peu plus rébarbatives. Maximiser bien évidemment le ROI d'Office 365 et également vous permettre un tas d'autres choses telles que notamment la mesure de l'adoption de vos différents produits Office 365. Vraiment à retenir, donc nous fournissons une console unique, multitenante bien évidemment, une administration d'Office 365 à travers toutes les métadonnées que nous collectons, bien sûr, et un modèle opérationnel en mode Zero Trust. Bien sûr, on y ajoute encore une fois toute notre automatisation, du scripting, et on est même en capacité de s'interfacer avec différentes solutions tierces, telles que Power Apps ou surtout ServiceNow, la fameuse solution d'ITSM. Voilà pour cette présentation de CoreView, et surtout, on va maintenant passer au cœur du sujet. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire à quel point la sécurité d'un service informatique, d'un SI, c'est important, mais comme je m'apprête un peu à le faire, je m'en excuse par avance. Les enjeux sont nombreux pour la gestion des utilisateurs à risque, et on va bien sûr évidemment en parler durant cette session, mais il faut retenir en essence que les conséquences de la non-gestion de ces comptes peuvent être dramatiques ou tout au moins très importantes. On a de nombreux cas d'usage et de cas dans le monde réel qui prouvent que c'est un sujet qui est encore un peu trop survolé et qui conduit malheureusement à des issues qui sont parfois graves. Et on fait face aujourd'hui à un vrai problème de sécurité, à un vrai challenge sur la partie sécurité. Vous en avez tous entendu parler, bien évidemment, avec des notions telles que le phishing, les cryptolockers, les fuites de données, toutes ces choses-là ne vous sont malheureusement pas inconnues, à moins que vous ayez vécu dans une grotte les 5 dernières années. Et même des entreprises telles que Microsoft, qui a été victime d'une attaque DDoS la semaine dernière, ou Twitch,
qui a eu une fuite massive de données. Aucune entreprise n'est épargnée, que ce soit les plus grosses ou les plus petites. Et on a cette phrase de Bret Arsenault, CISO Microsoft, donc autant vous dire quelqu'un d'extrêmement important, que je trouve très à propos. Les pirates ne s'introduisent plus, ils s'authentifient. Et c'est là que la notion est très importante. On a toujours des notions d'attaque un peu brutes, telles que le sniffing de port réseau, comment dirais-je, exploiter les failles de sécurité dans des outils tiers, etc., etc. Mais comme on va le voir un tout petit peu après, ces méthodes d'attaque s'effacent peu à peu ou ont une moins grande place dans le marché des vecteurs d'attaque, tout simplement parce que maintenant, les pirates s'authentifient dans vos systèmes. Ils rentrent par la grande porte. Et ça pose un vrai problème, puisque quand on s'authentifie, on a une légitimité. De par le fait, on a donc une difficulté à détecter une personne qui s'authentifie avec un couple d'identifiant et de mot de passe. C'est pourquoi j'irais surveiller quelqu'un qui a réussi à s'authentifier. C'est pas logique. On est bien d'accord. Et c'est là où l'utilisation de l'identité de quelqu'un d'autre, cette fameuse compromission d'identité, prend tout son sens. Donc il faut vraiment retenir que les vecteurs d'attaque ont évolué, ont changé, et que maintenant le but de pirate, c'est vraiment de rentrer dans votre système le plus simplement possible. À ce titre, je vais vous poser 2 questions. Vous ne pouvez bien évidemment pas me répondre, mais je vais vous demander de faire l'exercice mental et de vous poser 2 questions. La première, à votre avis, combien de jours en moyenne faut-il pour la détection d'un compte compromis? Imaginez-vous un nombre de jours. Gardez-le bien en tête. Et la seconde, c'est combien de jours ensuite pour remédier aux dégâts qui ont pu être faits par une compromission de compte? C'est bon, vous les avez? Gardez-les bien en tête. Sur les chiffres de 2021, ces chiffres nous viennent de l'IBM Ponemon Cost of a Data Breach. Donc, c'est un rapport généré par IBM de façon annuelle et je vous invite vivement à le télécharger et à le regarder. On peut voir que la compromission d'identifiant, c'est le vecteur d'attaque principal. En moyenne, 20% des attaques dans le monde, c'est de la compromission d'identifiant. Qui plus est, on voit qu'on a quand même un coût qui est très élevé. En moyenne, on tourne aux alentours de 4,37 millions de dollars par intrusion réussie. C'est fâcheux, mais c'est également énorme en termes de coûts pour ce genre de problème. Si on rajoute à ça des vecteurs d'attaque légèrement similaires, tels que le phishing ou la compromission d'email, vous voyez qu'on obtient des montants qui sont astronomiques et des vecteurs d'attaque qui, pour la plupart, sont à la hauteur de 30-40%. Donc vraiment, la compromission d'identifiant, c'est le vecteur principal à mitiger sur notamment Office 365. Vous vous rappelez de ces 2 questions que je viens juste de vous poser? Donc, si vous avez bien les chiffres en tête, allons-y. Le temps moyen de détection d'une compromission d'identifiant, d'après l'IBM Ponemon, c'est 250 jours. Pour vous donner une idée, si un compte est compromis le 1er janvier d'une année, il n'est identifié que compromis que le 7 septembre. Et on ne parle même pas de la remédiation. Donc, identifié au 7 septembre. La période est monstrueuse. Imaginez, et c'est une moyenne, les dégâts qui peuvent être faits par un pirate dans votre système sur 250 jours. Voilà. Je vous laisse juste avec cette première info. Et la seconde, bien évidemment, c'est la partie remédiation. La remédiation, c'est 91 jours en moyenne. Ces chiffres sont en constante augmentation. On était à 240 jours pour la détection d'un compte en 2020. On était à 90 jours sur la même année pour la remédiation. Donc, pour vous donner une idée, encore une fois, un compte compromis au 1er janvier, la remédiation n'a lieu complètement qu'au 14 décembre. À l'heure actuelle, aujourd'hui, 21 octobre, nous serions à peine dans le début de la phase de remédiation. Et bien évidemment, je vous invite à aller sur le site d'IBM pour récupérer ce fameux rapport. Tous les vecteurs d'attaque, bien évidemment, ils sont décrits avec beaucoup de précision. Et je vais passer la main à Mathieu pour vous expliquer le principe d'une chaîne de compromission. Là, dans cette slide, on a mis un exemple de chaîne de compromission. Hein. C'est pas le seul type de chaîne de compromission qui existe, loin de là. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous faire visualiser que on a différentes méthodes
utilisés par les hackers et les groupes qui tentent de s'infiltrer en fait dans vos systèmes d'information, et que en fonction des méthodes, on va devoir analyser, surveiller, monitorer certains types de comportements de manière plus importante que d'autres. Et lorsque on va détecter un incident, une intrusion, on va aussi devoir ensuite faire de l'analyse, et on va devoir aller chercher certains types d'actions qui ont pu être réalisées sur votre environnement. Là, on a le cas typique d'une campagne de phishing qui passe par un fichier qui va être ouvert et qui s'installe sur un poste, et qui derrière potentiellement va prendre le contrôle et va se répliquer, et puis derrière il va y avoir des mouvements latéraux. Ce qu'on essaye de matérialiser avec cette slide, c'est que typiquement toutes les connexions un petit peu suspicieuses qu'il pourrait y avoir, suite notamment à l'ouverture d'un fichier, on va devoir les monitorer. On va voir après avec Jérémy que Microsoft a déjà fait un travail pour vous aider sur la définition du risque d'un utilisateur en fonction de sa connexion, de son authentification. Et moi, j'insisterai ensuite sur une fois que Jérémy aura présenté le process de traitement d'un incident, sur notamment ce qui est en haut à droite de cette slide, c'est qu'est-ce qu'on va aller regarder et que faut-il regarder une fois qu'on a détecté un incident, et comment CoreView peut nous aider à gagner du temps sur la réponse à un incident. Et on va voir qu'il y a des choses qui peuvent être faites qui peuvent permettre de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Jérémy, je te rends la main. Super. Bon, maintenant, on va passer encore une fois à une définition, et c'est extrêmement important parce que qu'est-ce que vraiment un utilisateur à risque? Pour être tout à fait honnête, Microsoft donne une définition à la fois claire et vague, donc on va essayer de, excusez-moi, débroussailler un petit peu tout ça. En gros, pour la détection de risque d'un utilisateur à risque, donc d'une compromission d'identité, Microsoft se base sur des actions identifiées comme étant suspectes pour un utilisateur. Donc, il y a une analyse continue de la façon dont travaillent vos utilisateurs, d'où ils se connectent, quelles sont leurs habitudes de connexion, est-ce qu'ils utilisent toujours la même méthode d'authentification, etc., etc. Donc, de très nombreux éléments sont pris en compte. 3 sont combinés, voilà, pour examiner enfin voilà, il y a en fait, excusez-moi, de nombreux éléments donc sont pris en compte. Donc il y a les voyages impossibles, notamment les adresses IP anonymes, les tokens modifiés pour la connexion, le golden SAML. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont analysées dans le back-end Microsoft pour en fait se combiner et mettre tout cela sous forme d'un secure score, si vous préférez, d'un score de risque pour vos utilisateurs, avec 3 indices principaux, low, medium, high, donc faible, moyen et élevé. Ces rapports, vous pouvez bien évidemment les récupérer côté Microsoft 365, sous réserve d'avoir les licences qui vont bien, mais ils sont au nombre de 3, et ils s'appellent les utilisateurs à risque, les connexions risquées et les détections de risque. Et tout ça combiné vous donne le Secure Score de Microsoft. En essence, si le risque est marqué comme élevé, voire moyen, il y a vraiment un besoin, si ce n'est d'action, d'investigation. Et Mathieu, effectivement, vous fera un retour là-dessus qui est extrêmement important. Mais en général, quand un utilisateur est marqué à risque par Microsoft, il y a de très fortes chances qu'il ait déjà été compromis d'une façon ou d'une autre et qu'il soit potentiellement déjà trop tard. C'est pour ça qu'on a besoin de réactivité. Bien évidemment, j'ai repris la liste des critères de Microsoft pour savoir ce qu'est un risque. Encore une fois, elle est exhaustive, elle peut être longue, parfois un peu imprécise. Mais voilà, en essence, on va analyser le comportement de vos utilisateurs pour leur assigner un score de risque. Et en fonction de ce score de risque, il faut bien évidemment ensuite appliquer une gouvernance des actions de la remédiation pour prévenir ces risques de sécurité, car comme on l'a vu à la slide précédente, les risques peuvent être désastreux pour votre entreprise. À ce titre, Microsoft propose des remédiations, des recommandations. Cependant, certaines existaient, Microsoft les a malheureusement fait disparaître. Cependant, nous allons les reproduire dans le workflow dont je vous parlerai très prochainement. En essence, 4 façons de gérer ce genre de situation pour Microsoft. La première, c'est de confier la responsabilité de la remédiation aux utilisateurs eux-mêmes. Donc, de les laisser réinitialiser notamment eux-mêmes leur mot de passe. En général, pour un utilisateur qui est à risque,
Pour faire baisser ce risque, il faut faire une réinitialisation, excusez-moi, de mot de passe. Cela peut être fait avec le MFA et la solution SSPR. Il faut ça, donc ce Self-Service Password Reset. Bon, cela peut notamment entraîner quand même un certain coût. Il y a également la réinitialisation manuelle du mot de passe par les administrateurs, sur qui on va donc compter pour leur disponibilité et leur réactivité, bien évidemment. Il y a ignorer le risque, puisque Microsoft peut parfaitement vous dire que sur les 180 derniers jours, telle personne a été identifiée comme étant un risque élevé. Cependant, cette personne a quitté l'entreprise et depuis, vous avez supprimé le compte, peut-être via un workflow d'onboarding, enfin d'offboarding, excusez-moi, et c'est tant mieux. Donc, vous pouvez ignorer le risque de façon safe, sécurisée, il n'y a pas de problème, ou encore gérer l'exception manuellement et faire vous-même votre détection de risque spécifique et s'appuyer encore une fois sur les outils qui sont à votre disposition. Il n'en reste pas moins qu'il y a des options qui sont en place avec le MFA, le SSPR ou des actions manuelles suite à la remédiation qui sont à faire. Et c'est là où le problème se situe, parce que à moins d'avoir une équipe dédiée, compétente et très disponible, puisque je vous rappelle qu'en général les hackers ne dorment pas, malheureusement, il faut mettre en place une gouvernance de sécurité, mais ça peut être extrêmement compliqué. Mais comme nous l'avons vu encore une fois, c'est néanmoins nécessaire, voire vital pour vos entreprises. Et c'est là où nous, effectivement, chez CoreView, on est en capacité d'apporter un premier élément de réponse. Et je vous propose qu'on saute directement au cœur du sujet. À savoir que, comme je l'ai dit, Microsoft jusqu'à maintenant proposait des bonnes pratiques de sécurité. Ces bonnes pratiques ont disparu. Cependant, par chance, nous l'avions déjà implémenté au sein de CoreView, donc je vais pouvoir vous le refaire et on va pouvoir créer un workflow de sécurisation de nos utilisateurs à risque de façon très simple. Donc ici, je suis sur la plateforme CoreView et je vais venir créer un workflow qui va venir s'occuper de mes utilisateurs à risque. La première chose, c'est bien évidemment lui donner un nom. Bon, on va l'appeler utilisateur à risque. Soyons originaux. Et on va venir sélectionner ce qu'on appelle les execution inputs, les variables d'exécution. Je pense que pour un utilisateur de façon simple, l'UPN sera plus que suffisant. Donc on va juste se contenter d'avoir l'UPN en tant que variable d'exécution. Et ensuite, je vais pouvoir venir ajouter mes actions dans CoreView. Il y a un petit débat chez CoreView et avec certains de nos partenaires, c'est est-ce qu'on fait la réinitialisation de mot de passe avant la révocation de session ou est-ce qu'on la fait après? Personnellement, je préfère faire une révocation de session immédiatement pour vraiment bloquer les hackers. Donc la première chose, je vais venir révoquer la session, les sessions, excusez-moi, de mon utilisateur compromis. Voilà. Et dans un second temps, je vais aller m'occuper bien évidemment de son mot de passe. Donc on va, hop, le remettre en français. Révoquer les sessions utilisateurs. Super. On va ensuite venir s'occuper de ce fameux mot de passe. Je vais encore une fois aller sur la partie utilisateur. On va aller gérer le password. Hop. Et on va surtout dire à l'utilisateur qu'il peut hop, on va lui forcer le changement de mot de passe. Autre option à notre disposition, on peut bien évidemment envoyer les résultats du nouveau mot de passe par email si on choisit d'en générer un. Je ne le fais pas et je vous expliquerai un tout petit peu pourquoi après. Donc on va hop forcer le changement de mot de passe. Donc là, on s'adosse vraiment aux nouvelles pratiques de Microsoft. On révoque les sessions et on supprime les mots de passe. Cependant, moi j'aime bien pousser le vice un peu plus loin puisqu'on ne sait pas depuis combien de temps éventuellement la personne est dans l'entreprise, depuis combien de temps elle a accès à certaines informations. Donc on va aller faire un peu de sécurisation sur la partie boîte aux lettres de l'utilisateur. Et pour cela, on va se baser sur les anciennes pratiques de Microsoft où on va venir rajouter certaines actions. La première va être évidemment de supprimer tous les forwards qui auraient pu être placés de façon légitime, certes, mais également frauduleuse sur la boîte aux lettres. Et c'est pour ça que je ne veux pas envoyer le mot de passe nouvellement généré par l'utilisateur directement par email, parce que si un forward a été mis en place ou si des droits d'accès ont été mis sur la boîte aux lettres, il y a un nouveau risque de compromission et on rentre dans une boucle. Donc je vais venir supprimer les redirections.
Je vais également venir supprimer, encore une fois, les droits qui ont potentiellement pu être positionnés sur la boîte aux lettres, donc les droits full access, send as, send on behalf. Encore une fois, ça a un impact sur l'utilisateur d'un point de vue légitime, puisque ses collègues qui travaillent sur la boîte aux lettres potentiellement vont perdre leurs accès, mais on n'est jamais trop prudent avec la partie sécurité. Donc je viens également supprimer les délégués. Et chose que je souhaite également faire, et qui est notamment recommandée par Microsoft de façon générale, mais qui n'est pas toujours le cas, c'est ce que nous avons pu constater chez nos clients, c'est d'activer évidemment l'audit sur les boîtes aux lettres pour que si jamais une nouvelle compromission arrive, on soit capable d'avoir des logs, de savoir quand est-ce que ça s'est passé, qui a fait quoi, etc., etc. Là, on va venir activer l'audit sur la boîte aux lettres. Parfait. Autre étape supplémentaire que je peux rajouter très simplement, c'est de venir réinitialiser également le MFA de mon utilisateur. Hein. Encore une fois, toutes ces actions, toutes ces étapes que je vous donne, elles étaient recommandées par Microsoft. Et même si elles ne s'affichent plus sur docs.microsoft.com, je vous invite vraiment à aller toujours plus loin que ce que Microsoft propose, parce que même si ce qui est donné est intéressant, il faut toujours vraiment ne pas lésiner sur la partie sécurité. Et je viens de réinitialiser le MFA. Parfait. Je vais rajouter 2 petites étapes. La première, c'est que je vais aller récupérer des informations sur mon utilisateur parce que je voudrais envoyer un mail à son manager en lui disant, bon, cette personne était potentiellement compromise, donc on a renforcé la sécurité sur son compte. Donc on va aller dynamiquement avec CoreView récupérer les informations de l'utilisateur. Donc mon entrée, c'est un UPN, parfait. Je vais cibler un utilisateur et je vais vouloir aller récupérer le champ manager. Donc on va aller chercher manager, parfait. Et là, je viens de récupérer le champ manager et de le stocker dans une variable et je peux dès à présent m'en servir. Donc la dernière étape, celle que je souhaite rajouter, c'est bien évidemment d'aller prévenir le manager en lui envoyant un mail. Donc hop, donc mon adresse email va être dynamiquement récupérée depuis l'environnement et appliquée ici en tant que cible de l'email. En tant que titre, compromission compte utilisateur. Alors, on va dire bonjour. Nous suspectons une compromission pour le compte et on va rajouter ici l'UPN que l'on a récupéré. Parfait. Les étapes suivantes ont été réalisées. Voilà, on va mettre alors révoquer les sessions, forcer le changement du mot de passe, sécuriser la boîte aux lettres et activer l'audit et réinitialiser le MFA. Parfait. Hop. Merci de valider avec votre subordonné si tout va bien. Voilà. Dernière étape, créer. Je sauvegarde mon workflow. Je le publie pour pouvoir bien évidemment m'en servir et hop. Voilà. Mon workflow de sécurité est en place, il est prêt. Seconde étape, on va aller le configurer puisque là, à l'heure actuelle, si je veux le déclencher, il faut qu'effectivement que j'exécute une action manuelle. Il faut que je taper l'UPN de l'utilisateur. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Nous, on veut qu'il y ait une autonomie de la plateforme parce que la plateforme, au même sens que les hackers, elle ne dort pas, elle fonctionne 24/24, 7 sur 7, elle fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, et ce qu'elle lui demande, c'est ce workflow. On va aller se positionner sur le rapport Risky User, ce que l'on récupère depuis les environnements Microsoft. On va appliquer un filtre, on va se focaliser uniquement sur les personnes qui sont à un risque élevé. J'en ai quand même pas mal, 32 sur cet environnement, sur les 180 derniers jours. Bon, très bien. Et on va venir planifier ici notre workflow. Risky Users, on va le mettre en français. Utilisateur à risque identifié. Parfait. Je veux que ce workflow s'exécute
toutes les heures, hein, on ne va pas se permettre de l'exécuter une fois par jour. Il faut vraiment être très réactif sur le sujet. Et ici, je vais venir configurer, appliquer mon workflow. Utilisateur à risque. Parfait. Je vais mapper les champs. Donc, automatiquement, la plateforme va dire sur le rapport, j'ai un champ UPN. Dans mon workflow, j'ai un champ UPN. Donc, il faut matcher les deux. C'est exactement ce que je viens de faire. Je vais appliquer mon changement. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, là, je n'ai configuré qu'un workflow, mais je pourrais tout aussi bien en appliquer un second. Je pourrais demander à l'IT une première confirmation. Donc, envoyer un mail dans l'équipe IT, dans la boîte aux lettres de l'équipe IT, dire validez-vous l'exécution de ce workflow. Oui, j'exécute le workflow. Ou non, je peux laisser tomber. Donc, encore une fois, sur ce sujet, on pouvait ignorer éventuellement un risque. Ce sont des choses qui sont parfaitement faisables également dans CoreView. Je pourrais configurer notification. Ici, j'en ai pas vraiment besoin. Et review and complete. Et en cliquant ici sur la petite icône, automatiquement, mon workflow va se positionner et il va venir nettoyer mon rapport derrière. Autre chose, c'est qu'une fois qu'il est programmé, bien évidemment, il va s'exécuter toutes les heures. S'il y a au moins une occurrence, le workflow s'exécutera et renforcera la sécurité sur mes différents comptes. C'est comme ça qu'on peut sur CoreView se permettre de laisser la plateforme gérer des cas d'usage de sécurité, typiquement sur les utilisateurs à risque. On a bien évidemment d'autres cas d'usage qui sont nombreux, mais ça, c'est effectivement la façon dont nous avons de gérer éventuellement la compromission. On pourrait aller plus loin, bien évidemment, dans les filtres sur les rapports. Là, on s'est juste focalisé sur ceux qui sont identifiés comme étant à risque élevé. On peut bien sûr aller dans une plus grande granularité au vu de toutes les colonnes que nous proposons dans les rapports. Voilà comment, très simplement, en 5 minutes, on est capable de créer un workflow sans avoir besoin de réelles compétences techniques et de venir l'appliquer, le positionner sur un rapport. Et dernier petit élément, voilà, récapitulatif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, bien évidemment, avec les workflows. Là, on est vraiment sur traiter les utilisateurs à risque, donc les utilisateurs, encore une fois, compromis, et on a donné une définition. Beaucoup de choses sont possibles dans CoreView. On peut mettre en place également des alertes personnalisées qui vont venir vous prévenir s'il y a éventuellement des faux positifs. Encore une fois, cette remédiation automatisée qui reste ma partie favorite. On laisse la plateforme gérer les cas les plus importants, les plus graves, et encore une fois, 24/24, 7 sur 7. On peut également rajouter des mécanismes d'approbation intégrés qui n'ont pas été éventuellement présentés sur cette démonstration, mais qui existent, via encore une fois l'envoi d'un email pour confirmation ou s'interfacer avec des solutions tierces, type ServiceNow. Et on peut bien évidemment avoir une communication intégrée auprès des utilisateurs finaux, ce que vous avez pu voir, puisque là, je suis allé directement contacter le manager de l'utilisateur concerné. Donc, on a vraiment un vrai gain avec CoreView. On est en capacité de vous proposer une sécurité qui est proactive, qui est automatisable, avec des composants élémentaires pour une stratégie quand même de sécurité qui reste avancée, puisqu'on a été au-delà de ce que Microsoft propose, en se basant sur ce qu'il proposait jusqu'à maintenant, pour vraiment vous donner en quelques clics une méthodologie, une gouvernance de sécurité pour ce cas d'usage-là. Et bien évidemment, cela donne un nombre d'heures gagnées par an extrêmement important. Et je vais à nouveau passer la main à Mathieu qui va se faire un plaisir de vous expliquer en quoi CoreView a pu notamment aider un de nos clients. Ouais, merci Jérémy. Je vais démarrer le partage de mon écran. Voilà, que vous devriez voir. Donc là, Jérémy vous a montré comment on peut automatiser le processus en fait de gestion des différents utilisateurs à risque. La deuxième étape, une fois que vous allez avoir géré ces utilisateurs, ça va être de procéder à de l'investigation sur les incidents que vous pouvez avoir. Quand on va, dans certains cas, pour certains clients qu'on a déjà eu accompagnés suite à des incidents cyber, on a des procédures qui sont disponibles ou qui vont vous être fournies dans le cas d'un incident, typiquement par l'ANSSI, qui peut intervenir dans vos contextes, et qui ont pour objectif de retracer tout ce qui s'est passé. Quand on n'a pas on n'a pas d'équipe qui ont mené une réflexion en amont sur quels sont les différents
différentes actions, différents comportements suspicieux qu'on va devoir chercher, il peut être hyper chronophage de venir consulter typiquement les logs de la plateforme Office 365. Enfin, là, vous voyez, je charge les logs de la plateforme et là, on peut voir tous les types d'actions sur tous les types de services qui peuvent avoir lieu. C'est totalement illisible et il va falloir aller très vite pour aller chercher certains types de comportements qui peuvent avoir amené soit à d'autres compromissions, soit à de la perte d'informations, de la fuite d'informations. L'avantage, c'est que au travers de l'outil CoreView, on va être en capacité de créer des rapports qui vont venir chercher certains types d'actions qui sont jugées comme étant suspicieuses et sur lesquelles on va devoir mener une investigation. Et donc, on va pouvoir augmenter la réactivité des équipes, gagner du temps sur de la réaction à un incident en proposant typiquement un process de gestion d'un incident où on va tracer tous les types d'actions qu'il faut revoir pour l'utilisateur dont on connaît la compromission et on va pouvoir fournir simplement au travers de la plateforme CoreView un déroulé de tout ce qu'il faut aller checker, tout ce qu'il faut aller valider pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'autres compromissions ou pour être sûr qu'il n'y a pas eu de fuite d'informations. Donc typiquement là, sur cette plateforme de démonstration, je vous ai créé quelques exemples, des exemples qui ont été relativement simples à créer, de ce qu'on peut faire. Donc là, typiquement, on est en capacité d'aller voir différents rapports qui vont aller regarder, là encore un cas que j'ai lu dans la presse il n'y a pas très longtemps, si des utilisateurs se sont ajoutés à une distribution group. Typiquement, un client qui avait été compromis a communiqué globalement sur le fait qu'ils aient détecté une compromission et qu'il y allait avoir potentiellement dans les jours qui viennent des modifications. Le fait que déjà le hacker se soit mis dans les distributions, il était informé que la compromission avait été détectée. Et donc, une des premières choses qu'on va pouvoir aller regarder, c'est est-ce qu'il y a eu des changements dans certaines listes de distribution. Et là, typiquement, sur ce rapport, de manière assez simple, je vais pouvoir consulter dans les 60 derniers jours sur cette plateforme quelles ont été les modifications. Donc là, cette plateforme de démonstration, c'est pas forcément très parlant, mais on voit déjà, j'ai alimenté un petit peu qu'on peut voir qu'il y a une nouvelle liste de distribution qui a été créée ou qu'il y a des membres qui ont été ajoutés à une liste de distribution. Et donc ça, en un simple clic. Même chose, quelque chose qui va nous intéresser, est-ce qu'il y a eu des forwards vers l'extérieur ou des règles qui ont été créées dans des boîtes aux lettres pour transférer du courrier vers l'extérieur de l'entreprise? Pareil, un simple rapport. Je viens directement dans la plateforme, j'ai la liste et puis je peux décider de regarder sur les 60 derniers jours assez simplement. Donc la même chose, s'il y a eu des choses qui se sont passées, vous allez le voir et en plus, vous allez pouvoir filtrer sur le user ID de l'utilisateur qui a été compromis. On peut venir aussi regarder typiquement s'il y a eu des partages qui ont été réalisés. Et donc là, on va pouvoir voir directement tous les partages qui ont été faits. Voilà, on voit qu'il y a eu un lien qui a été créé sur un document et on va pouvoir assez simplement venir retracer sur quel type de document ça a été réalisé. Et donc, on est en capacité, de manière simple, de venir quelque part prendre les audits Office 365 tels qu'ils sont, avec la multitude d'informations qui les composent, de dire, dans le cadre d'une réponse à un incident, je vais aller regarder typiquement, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais prendre SharePoint typiquement, voilà. Je vais venir ensuite chercher quels sont les types d'informations qui m'intéressent. Donc là, dans les rapports que j'avais créés, j'avais quelque chose sur la consultation de fichiers, la modification de fichiers, le partage de fichiers, mais peut-être que là, je peux aller chercher des choses sur des liens qui auraient été créés, ou je vais pouvoir aller chercher aussi des choses en lien avec des permissions. Est-ce qu'il y a des permissions qui ont été modifiées? Donc, vous voyez qu'en fait, assez simplement, voilà, est-ce qu'il y a un site dont les permissions ont été modifiées? Et je vais pouvoir donc créer un rapport qui vient récupérer ces informations. Donc là, typiquement, dans cet environnement de démo, il n'y a pas d'informations, mais sur un environnement de prod, il alimenterait avec tous les logs. Et derrière, vous pouvez sauver ce rapport pour dire que voilà, c'est peut-être le process 8 de l'incident cyber et qui fait partie de la checklist. Et donc là, on va traiter de SharePoint et on va traiter des Modify Permission. Je vais l'ajouter à mes rapports favoris, ce qui va l'alimenter et ce qui va permettre ici, typiquement, dans mes rapports, voilà, vous voyez 8. Donc les autres, je les ai pas, numérotés, mais on pourrait très bien définir tout le process. L'utilisateur qui, lui, ou la personne de l'équipe sécurité ou l'admin qui va devoir intervenir, il n'a plus qu'à suivre une checklist qui est automatisée et sur lequel, en fait, il a juste à filtrer sur le nom de l'utilisateur. Et donc, en fait, on va gagner un temps très important
et on va pouvoir tout de suite savoir ce qui s'est passé sur la plateforme et venir remédier si besoin. Ces rapports, en plus, là, on les consomme et on vient les utiliser dans le cadre d'une réponse à un incident, mais on peut aussi, derrière, faire la même chose que ce qu'a fait Jérémy sur la planification de son workflow. Typiquement, les forwarding SMTP adresse. Est-ce que quelqu'un a placé un transfert sur sa boîte aux lettres? C'est intéressant d'avoir un rapport qui permette d'aller chercher ces informations dans les logs. C'est peut-être aussi intéressant d'aller le planifier pour que l'équipe IT ou l'équipe cyber récupère toutes les semaines, si ça n'a pas été bloqué par l'entreprise, toutes les forwarding SMTP adresses qui ont été positionnées. Et là, c'est la même chose. Je suis en capacité de dire que ce rapport, je veux l'avoir de manière récurrente, toutes les semaines, tous les jours. Enfin, on peut tout imaginer. L'intérêt de la plateforme CoreView, c'est que là, consolidant les logs Microsoft de toute la plateforme, on va être capable de définir des rapports automatisés, structurés, pour ne pas passer du temps à se dire qu'est-ce que je dois chercher, quel est le nom de l'action qui correspond dans Microsoft, et on va donner directement la to-do à la réaction d'un incident. Et donc, on va savoir très vite ce qui s'est passé et on va pouvoir très vite se concentrer sur les actions de remédiation, suppression de partage, suppression d'appartenance à des groupes, suppression d'appartenance à des équipes Teams, suppression de transfert vers l'extérieur, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter et ce qui vient clôturer cette session sur la partie automatisation de la gestion des utilisateurs à risque. Déborah, je te rends la main pour la fin de la présentation. Hop, vous me voyez, c'est bon. Merci, merci à toutes et tous donc pour cette session. Ce qu'on vous propose sur la partie questions-réponses, c'est de pouvoir vous poser, nous poser vos questions par chat, et Mathieu et Jérémy pourront y répondre du coup si vous en avez. Donc on laisse quelques secondes pour que vous puissiez les écrire et puis on les prendra au fur et à mesure. Je vous donnerai les questions, Mathieu, Jérémy, et comme ça on pourra y répondre si on en a. Alors, pour l'instant, aucune question. On est trop clair, c'est pour ça. C'est ça. Eh bien, écoutez, je pense que si on n'a aucune question, on va pouvoir clôturer la session. Merci beaucoup Jérémy, merci Mathieu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer un lien, un petit questionnaire avec 3-4 questions du coup pour pouvoir y répondre. Alors, pardon, on a une question ici. Hop, j'y reviens. Alors, je vois que le début, je vois il n'y a peut-être pas la fin. Ouais. Je vais me poser la question, la personne est en train d'écrire. D'accord, très bien. Parce que moi j'ai plein de trucs, hein. J'ai les KPIs, les custom dashboards. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans CoreView, donc il n'y a pas de souci. Alors, savoir si donc la personne du coup qui demande, et donc nous utilisons SharePoint dans le cadre de notre gestion documentaire, à savoir si nos documents sont pérennes. D'accord. Mais quelle est la question sous-jacente? C'est être capable de faire un suivi sur les documents, je suppose, de savoir qui a consulté quoi, etc. Alors, du coup, pour l'instant,
Bon, c'est ce que je montrais rapidement, et je pense que je suis pas passé sur ce rapport-là, mais en tout cas, déjà, pour information, dans les actions qu'on va aller tracer suite à un incident de sécurité, on va aller tracer qui a ouvert un fichier, qui a modifié un fichier, qui a partagé un fichier, qui a potentiellement aussi supprimé un fichier. Tu peux afficher mon écran, s'il te plaît, Déborah? Oui. Voilà, donc pour information, on récolte effectivement notamment tous les logs, encore une fois Office 365, et évidemment, bien sûr, la partie SharePoint. Et on est en capacité notamment d'aller chercher des changements de permission sur des sites SharePoint. On est en capacité de voir les accès externes. Typiquement, un cas d'usage dont j'aime beaucoup parler, c'est est-ce que vous êtes en capacité de dire quelles personnes ont téléchargé quel document depuis l'extérieur sur Office 365. Cas d'usage sécurité typique, mais qui se démocratise surtout avec Teams, avec OneDrive, etc. Donc être en capacité de dire quels fichiers ont été téléchargés à telle date depuis l'extérieur, depuis quel site SharePoint, ça c'est typiquement quelque chose qu'on est capable de récupérer au sein de CoreView. On peut bien sûr aller monitorer les changements de permission, les assignations sur des sites, etc., etc. Donc oui, tout ça, SharePoint est en plus une base documentaire effectivement très importante, on est en capacité de le modifier, de le monitorer, et bien évidemment, en plus de rajouter derrière notamment des alertes, et éventuellement de mettre en place des KPIs pour surveiller, par exemple, le nombre de fois que des externes ont téléchargé des fichiers depuis un certain site SharePoint, par exemple, en particulier. Ok, on nous demande du coup si, donc effectivement, la gestion documentaire peut être considérée comme authentique en cas de litige, et est-ce qu'on peut verrouiller également la modification de certains documents? Alors, verrouiller la modification de certains documents, à l'heure actuelle, non. Cependant, si c'est une action qui est réalisable via PowerShell, et ça par contre, il me semble qu'il doit y avoir quelque chose de disponible, on est capable de l'intégrer dans CoreView, donc de déléguer et donc d'exécuter cette action depuis la plateforme, sur du SharePoint Online notamment, et même de déléguer cette action à une autre personne. Donc s'il y a une action PowerShell derrière qui permet de le faire, nous on peut très bien l'intégrer dans CoreView et dire maintenant je verrouille tel document. Oui. Merci. Et on nous demande si, du coup, l'outil est complémentaire à Azure Sentinel. Alors oui, oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Azure Sentinel c'est quelque chose d'extrêmement gros, extrêmement puissant. Et CoreView, on est à la fois complémentaire et on n'est pas non plus, on se positionne pas non plus en face de Sentinel. C'est-à-dire que Sentinel, c'est un SIEM et un SOAR qui est extrêmement vaste, qui peut s'interfacer avec énormément de plateformes. Nous, CoreView, on est dédié à Office 365 et exclusivement Office 365. En revanche, on est en capacité de s'interfacer avec Sentinel pour aller déverser tout ce que l'on récolte dans Azure Sentinel. Et en plus, on a également des logs côté CoreView qui nous permettent, nous, de surveiller qui a fait quoi sur tel objet au sein de la plateforme CoreView. Et ça, on pourrait éventuellement aussi aller le déverser dans Sentinel. Donc, on est complémentaires, effectivement. Mais encore, Sentinel, ça reste quand même Microsoft derrière et c'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement complet. Cependant, on est partenaire avec Microsoft et on a déjà fait un premier comparo entre Sentinel et CoreView. Et Microsoft a un statement of work qui nous stipule que si vous voulez mettre en place dans Sentinel ce que vous avez dans CoreView, il va vous falloir plusieurs mois de travail avec une équipe dédiée, alors que nous, c'est du plug and play, c'est-à-dire qu'on se branche à votre tenante, on a les logs et vous pouvez déjà commencer à travailler dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire en complément, c'est que Sentinel est capable d'aller ingérer des données de tout type de système, non seulement, pas seulement du Microsoft 365. Et Sentinel, entre guillemets, est un vrai outil de sécurité, là où CoreView peut servir aussi à l'administration, du reporting, de la communication. Et les deux ne s'adressent pas forcément au même type de population. Pour un client qui a une équipe sécurité dédiée importante, qui va pouvoir envisager un déploiement de Sentinel, il y a des choses qui peuvent être communes en termes de fonctionnalité. Ce qui est sûr, c'est que pour un client qui n'a pas d'équipe sécurité ou qui a des équipes sécurité très limitées, déployer CoreView, c'est l'affaire de quelques jours, et ce qu'on vous a montré, c'est réellement simple à mettre en œuvre. Déployer Sentinel, c'est obtenir de la compétence sur le produit, obtenir de la compétence sur le langage qu'il utilise. On n'est pas forcément sur non plus les mêmes populations qui vont consommer les deux services. Excusez-moi.
Est-ce qu'il reste des questions à poser? Est-ce que vous en avez encore? Est-ce qu'il y a un outil de gestion de documents multimédia complémentaire à SharePoint? C'est-à-dire la gestion de contenu dans SharePoint? Je suis pas sûr de bien saisir la question. Ah, si seulement les gens pouvaient nous parler directement, ce serait top. Si on parle de ce qui est intégré à Microsoft 365, on doit parler de Microsoft Stream, je pense, qui permet de faire de la gestion de contenu multimédia. Et sur CoreView, on a la plateforme Learning qui permet d'uploader du contenu, mais c'est c'est à destination des campagnes d'adoption, si vous voulez renforcer, booster les usages des différents produits Office 365 sur votre plateforme. Alors, la personne dit « Nous disposons de fonds, images et vidéos ». Donc, ce serait de chercher un équivalent à SharePoint en termes de GED, je suppose. Alors, c'est pas le but de CoreView. CoreView s'adresse pas à ce genre de problématiques. Après, je dirais, il y a Teams et SharePoint, qui sont les outils Microsoft qui permettent de faire de la rétention documentaire, d'appliquer des stratégies, etc. Et Stream éventuellement pour du contenu vidéo, absolument, comme l'a dit Mathieu. Mais là, après, c'est pas notre cœur de métier, en tout cas. Nous, on est sur d'autres sujets. Donc la personne, j'ai un peu plus de détails, nous dit donc on dispose de fonds images et vidéos et nous souhaitons l'intégrer dans SharePoint sans pour autant utiliser la bibliothèque d'images qui ne convient pas. Là, on est sur. Vous avez des gens du Change côté Devoteam qui pourraient répondre à cette question? Ouais, je pense que là, on peut répondre à la question à côté parce que c'est pas forcément des questions directement en lien avec la thématique du jour et on n'aura pas forcément les bonnes personnes pour pouvoir y répondre directement. Ok. Alors, du coup, on vous invite peut-être à nous contacter directement pour qu'on puisse répondre de manière un peu plus précise à votre problématique. Bien, écoutez, Mathieu, Jérémy, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie. Merci pour du coup votre intervention et donc je vous envoie un lien dans le chat pour pouvoir répondre, s'il vous plaît, aux quelques questions à la suite de cette session. Je vous remercie. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.